Bonjour, c'est Charlotte Baris. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Oui, vous avez bien lu le titre du podcast du jour, Le dictateur et les punaises de lit. Au début de l'automne dernier, vous n'avez pas pu passer à côté de l'emballement médiatique autour de ces petites bêtes qui avaient, semble-t-il, envahi nos maisons, nos trains et même nos cinémas. Eh bien, vous allez découvrir aujourd'hui que ces punaises de lit ont un rapport avec un petit pays au bord de la mer Caspienne entre l'Europe et l'Asie. Récemment, lors d'une de ces enquêtes, une journaliste de l'Express a remonté le fil des publications sur les réseaux sociaux mentionnant ces nuisibles. Et elle a rapidement remarqué que de nombreux comptes qui participaient à amplifier ce phénomène étaient liés à l'Azerbaïdjan. La tonalité de ces posts, il ne fait pas bon vivre en France. Cette histoire peut sembler amusante, mais elle s'inscrit en réalité dans une stratégie plus large de l'Azerbaïdjan en conflit avec son voisin arménien. Dans la région, la tension monte, mais est-ce au point d'y voir une nouvelle guerre ? La réponse dans cet épisode de La Loupe. Celle qui a mené l'enquête, c'est Emma Collet, journaliste au service Monde de l'Express et spécialiste du Caucase. Bonjour Emma. Bonjour. Je viens de raconter ta découverte sur la désinformation de l'Azerbaïdjan autour des punaises. Dans tes recherches, est-ce que tu es tombée sur d'autres histoires comme celle-ci ? Oui, j'en ai rencontré plusieurs ces derniers mois. Par exemple, en novembre dernier, le Quai d'Orsay a dénoncé une vague de désinformation sur les JO 2024 qui se passent à Paris et qui proviendraient de l'Azerbaïdjan. Il y a eu des vidéos publiées établissant un parallèle entre des scènes d'émeutes et des compétitions sportives. Le but, c'était clairement de donner un avant-goût de l'organisation des JO de Paris qui, à en croire ces vidéos, s'annonce désastreuse. Il y a aussi une histoire un peu rocambolesque qui s'est passée à Évian-les-Bains autour d'une statue livrée par l'Azerbaïdjan en 2017 lors du jumelage avec la ville d'Évian-les-Bains et la ville azerbaïdjanaise d'Ismaïli. Cette statue a été dégradée fin décembre et d'après Bakou, ça montrerait que la France veut rompre les liens avec l'Azerbaïdjan. Les médias azerbaïdjanais ont massivement repris l'information et on a même vu des Azerbaïdjanais en France s'en emparer. Et enfin, je suis aussi tombée sur des comptes sur les réseaux sociaux critiquant la politique française en Outre-mer. Dans le cas des Outre-mer, comment ils procèdent ces comptes ? En fait, l'Azerbaïdjan s'appuie sur le mouvement des pays non alignés qui est composé de 120 pays et neutre vis-à-vis des grandes puissances. L'Azerbaïdjan a présidé ce mouvement de 2019 jusqu'à fin 2023 et a beaucoup mis l'accent sur le passé colonial de la France. Par exemple, en juillet dernier, la capitale azerbaïdjanaise est devenue la ville hôte d'une première conférence contre le colonialisme à laquelle ont participé plusieurs représentants de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, de Guyane française, de Martinique et de Guadeloupe, et même de Corse. Et lors de la conférence, le président Ilham Aliyev a appelé la France à présenter ses excuses pour son passé, ses crimes coloniaux sanglants et ses actes de génocide contre les pays d'Afrique et en Asie du Sud-Est. Et ce discours, est-ce qu'il trouve un écho dans ces territoires ? Un peu, oui. Particulièrement en Nouvelle-Calédonie, où on a déjà vu le drapeau azerbaïdjanais flotter lors de manifestations. Alors, on n'est pas vraiment sur le même niveau d'influence de la Russie en Afrique francophone, par exemple, mais les méthodes sont vraiment semblables. Ce que tu nous décris, ça concerne des relais sur les réseaux sociaux. Est-ce que l'Azerbaïdjan a aussi des relais politiques en France ? L'Azerbaïdjan en a, mais beaucoup moins qu'avant. Pendant des décennies, il y avait la diplomatie du caviar pratiquée par l'Azerbaïdjan en Europe et en France. C'était un vaste système d'octroi de faveurs à des eurodéputés et des députés français, comme des voyages, etc. Et aujourd'hui, on voit que les relais au niveau politique se sont beaucoup affaiblis depuis l'attaque de l'Azerbaïdjan sur le Haut-Karabakh en 2023. On peut quand même citer la sénatrice Nathalie Goulet, qui est un des derniers soutiens irréductibles de l'Azerbaïdjan en France, mais des lobbies azerbaïdjanais tentent toujours d'influencer les votes à l'Assemblée nationale et au Sénat. Par exemple, l'ambassadrice d'Azerbaïdjan en France. Il y a aussi beaucoup d'associations qui se sont créées et des journalistes français qui soutiennent les positions de l'Azerbaïdjan en France. Emma, pourquoi l'Azerbaïdjan s'attaque comme ça à la France ? En fait, le soutien diplomatique que la France apporte à l'Arménie depuis la guerre de 2020 ne passe pas. Récemment, le régime d'Ilham Aliyev ne digère pas que le gouvernement d'Emmanuel Macron ait livré des équipements militaires à Erevan. C'est essentiellement du matériel défensif, mais ça n'empêche pas le président Ilham Aliyev, par exemple, de critiquer cette politique française et de dire que la France incite à de nouvelles guerres dans le Caucase. Est-ce que ces tensions entre Paris et Bakou, elles ont toujours été présentes ? Disons que l'Azerbaïdjan était avant plus subtil avec la France.
Bakou a toujours été persuadé que Paris était sous influence de ce qu'il appelle le lobby arménien en raison de la présence d'au moins 500 000 Français originaires d'Arménie. Et donc, l'Azerbaïdjan pratiquait une politique d'influence en essayant d'imposer son narratif sur la guerre avec l'Arménie dans l'opinion française. Il faut aussi ajouter qu'en Azerbaïdjan, il y a beaucoup d'entreprises françaises, comme le groupe Total Energy, qui sont très actifs là-bas. Mais ces dernières années, et surtout ces derniers mois, ça change beaucoup à mesure que le soutien de Paris à l'Arménie se renforce. Des tensions entre la France et l'Azerbaïdjan et des relais qui sont l'illustration de la politique d'un homme, le président Ilham Aliyev. Alors Charlotte, je sais qu'avec mes collègues du Service Monde, vous aviez fait un point sur toutes les élections à venir en 2024. Tout à fait, avec notamment l'élection présidentielle aux États-Unis, une élection en Inde, les élections européennes et même une en Russie. Exactement, et l'Azerbaïdjan fait aussi partie de la liste de cette super année électorale. L'élection présidentielle a eu lieu au début du mois de février 2024 et c'est le président sortant, Ilham Aliyev, qui sans surprise a été réélu. Ilham Aliyev, c'est un personnage assez peu connu. Emma, quel est le parcours du président azerbaïdjanais ? Ilham Aliyev est né en 1961 à Bakou et à ce moment-là, l'Azerbaïdjan, c'est un pays de l'Union soviétique. Son père, Heydar Aliyev, est chef du KGB soviétique en Azerbaïdjan depuis plusieurs années. Et à l'indépendance du pays, en 1991, son père est nommé président. Et ça dure assez longtemps, jusqu'en 2003. Et entre-temps, Ilham Aliyev étudie les relations internationales et après l'effondrement de l'Union soviétique, il devient homme d'affaires, puis est élu député au Parlement en 1995. Et comment est-ce qu'il devient président à son tour ? En fait, en octobre 2003, Heydar Aliyev a des problèmes de santé, donc il renonce à se présenter et reconnaît son fils comme seul candidat de son parti, le parti du Nouvel Azerbaïdjan. Le résultat officiel de l'élection d'octobre 2003 donne la victoire à Ilham Aliyev, qui est crédité d'environ 76% des votes. Il est ensuite réélu président en 2008, en 2013 et en 2018. Mais ces élections sont largement critiquées par l'opposition et surtout par la communauté internationale. Il y a d'énormes freins à la liberté d'expression, d'intimidation de certains candidats et des électeurs et une couverture très restreinte des candidats par la presse. Emma, est-ce qu'on peut qualifier Ilham Aliyev de dictateur ? Oui, complètement. À chaque élection, il a des scores qui dépassent les 80% des voix. En 2009, il a changé la constitution du pays pour pouvoir se représenter indéfiniment à la présidentielle. Et en 2016, le mandat présidentiel a été allongé de 5 à 7 années. Donc le régime d'Aliyev pouvait laisser penser à une certaine ouverture démocratique à ses débuts, mais il sombre de plus en plus dans l'autoritarisme. Et les ONG internationales dénoncent régulièrement les privations de liberté, les infractions graves aux droits de l'homme, la corruption. Et ces derniers mois, par exemple, les autorités ont arrêté jusqu'à une dizaine de journalistes indépendants qui étaient déjà rares dans le pays, et particulièrement dans les semaines qui ont précédé l'élection. Cette mainmise du pouvoir, on la retrouve aussi dans l'économie de l'Azerbaïdjan. C'est-à-dire ? En fait, Aliyev a placé beaucoup des gens de son clan ou de sa famille dans les plus grandes entreprises du pays, même ses enfants, et notamment dans les entreprises gazières. En fait, l'État d'Azerbaïdjan a des ressources gazières assez énormes, mais n'en fait pas du tout profiter ses 10 millions d'habitants. Il y a une réelle mainmise du clan Aliyev et de sa famille sur les ressources du pays. Si on regarde maintenant au niveau diplomatique, qu'en est-il ? Alors, Ilham Aliyev joue beaucoup sur le monde turco-musulman. Il est très proche de la Turquie, notamment avec son président Recep Tayyip Erdogan. Il est aussi très proche des pays d'Asie centrale, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, l'Ouzbékistan, etc. Il conserve une très forte alliance avec la Russie également, et il faut savoir avec Israël aussi, qui lui fournit beaucoup d'armes. Pourquoi Israël soutient l'Azerbaïdjan ? Parce que Israël est contre l'Iran, et l'Iran soutient l'Arménie, donc Israël a tout intérêt à soutenir l'Azerbaïdjan contre l'Iran. L'Azerbaïdjan fait tout cela en ménageant aussi ses relations avec l'Occident, avec qui il développe des relations économiques assez poussées comme l'Union européenne ou les États-Unis. Et cette politique va donc se poursuivre puisqu'Ilham Aliyev vient d'être réélu pour 7 ans. Oui, c'est ça. C'est sa 21e année au pouvoir et c'est intéressant de souligner que l'élection devait avoir lieu en 2025 normalement, même si en principe, ça n'aurait pas pesé dans la réélection du président Aliyev. En fait, elle a été anticipée en raison de l'attaque de l'Azerbaïdjan au Haut-Karabakh en septembre 2023. Oui, tu étais venu nous expliquer tout ça dans un podcast il y a quelques mois. J'ouvre notre armoire à archives pour préparer quelques extraits et on poursuit notre épisode.
En septembre dernier, Emma, tu nous avais donc détaillé ce qu'il se passait autour du corridor de Latchine. C'est cette route qui traverse l'Azerbaïdjan pour rejoindre une enclave dans le sud du pays, le Haut-Karabakh, enclave peuplée d'Arméniens, mais revendiquée par l'Azerbaïdjan. Et il y a quelques mois, les tensions étaient très vives dans la région. Voilà ce que tu nous disais. Après 24 heures de combat qui ont fait 200 morts et 400 blessés officiellement du côté des Arméniens, le cessez-le-feu a été conclu et les autorités azerbaïdjanaises ont forcé le Haut-Karabakh à faire reddition. Et seulement quelques jours plus tard, le 28 septembre, le président de l'enclave séparatiste du Haut-Karabakh a signé par décret la dissolution de la République autoproclamée, ce qui marque une défaite historique du Haut-Karabakh. En quelques jours, des dizaines de milliers de personnes se sont réfugiées en Arménie. Et ce sont justement ces événements qui ont poussé Ilham Aliyev à avancer les élections. En fait, il a connu un vrai regain de popularité après la reprise par la force du Haut-Karabakh, car cette enclave était en quelque sorte la pierre angulaire de sa politique. Comment ça lui sert politiquement ? Eh bien, c'est une manière pour lui de se légitimer, de mobiliser les foules en quelque sorte autour de lui et d'un but. Il faut regarder un peu en arrière pour comprendre. Le règne de son père a été marqué par la terrible défaite de l'Azerbaïdjan contre l'Arménie au moment de la guerre qui a opposé les deux États entre 1991 et 1994. Les Arméniens avaient alors pris possession du Haut-Karabakh et des territoires aux alentours. Et depuis 2016, Bakou a commencé à reprendre du terrain sur Erevan. Les affrontements s'enchaînent autour de l'enclave du Haut-Karabakh. En 2020, la guerre des 44 jours, cette fois-ci, cause la mort de plus de 3000 Arméniens. Et ensuite, en 2022, près de 200 km² de territoire acquis par l'Arménie sont violemment repris par l'armée azerbaïdjanaise. Et ensuite, il y a eu les affrontements de 2023. Oui, qui ont conduit à l'exode de 100 000 Arméniens du Haut-Karabakh vers l'Arménie. D'ailleurs, si tu le veux bien, je voudrais bien faire un point rapide sur la situation de ces réfugiés, car j'ai pu aller à leur rencontre. Bien sûr, où est-ce que tu es allé exactement ? À quelques kilomètres de la capitale Erevan. On rappelle déjà que ces réfugiés avaient subi la famine et des conditions de vie extrêmement difficiles, car pendant près de 9 mois, aucun convoi humanitaire ne parvenait à atteindre le Haut-Karabakh. Donc ces 100 000 Arméniens sont partis du jour au lendemain, sans rien, avec à peine le temps de prendre leurs affaires ou leurs économies à la banque. C'est une situation très dure pour eux, ils sont déplacés et leur ressentiment se dirige principalement vers le gouvernement de l'Arménie et plus précisément son premier ministre, Nikol Pachinian, qui a fait le choix en 2023 de ne pas soutenir le Haut-Karabakh, contrairement à ce qu'il avait fait en 2020 et 2022 par exemple. D'autant plus qu'il envisage en ce moment un référendum constitutionnel pour, entre autres, renoncer définitivement à la qualification du Haut-Karabakh comme un territoire arménien. C'est assez inédit comme décision et certains s'inquiètent aussi d'un nouveau conflit avec l'Azerbaïdjan et donc de nouveaux combats dans les prochaines semaines ou prochains mois. Et pourquoi cette inquiétude ? Eh bien maintenant qu'Ilham Aliyev a repris possession de l'enclave du Haut-Karabakh, il lui faut un nouveau récit. Et ça se déplace cette fois-ci vers l'Arménie tout entière. Depuis 30 ans, sa propagande d'État était dirigée vers la reprise absolue du Haut-Karabakh. Et là, maintenant, il installe un récit qui va plus loin, selon lequel, historiquement, l'Arménie appartient à l'Azerbaïdjan. Dans de nombreuses prises de parole en public, il appelle l'Arménie l'Azerbaïdjan occidental. En Azerbaïdjan, il s'est créé une fausse ONG qui s'appelle la Communauté de l'Azerbaïdjan occidental, qui milite pour le retour des Azerbaïdjanais en Arménie. Donc ça va très très loin. Et donc, est-ce qu'on peut imaginer un nouveau conflit dans la région ? C'est difficile à dire. Nikol Pachinian, le Premier ministre arménien, veut en quelque sorte clore le chapitre du Haut-Karabakh. Il pense sans doute que c'est sa seule option pour éviter une nouvelle guerre. Et de l'autre côté, Ilham Aliyev a déclaré récemment que les accords de paix avec l'Arménie, qui sont actuellement en discussion, ne pourraient aboutir que si l'Arménie effaçait toute mention du Haut-Karabakh dans sa constitution. Donc, nouvelle agression ou non, Ilham Aliyev voudra de toute façon maintenir une Arménie affaiblie dans le Caucase, même s'il faut dire que les tensions ressurgissent très vite. Il y a 4 soldats arméniens qui ont été tués ces derniers jours par les Azerbaïdjanais suite à des accusations de l'Azerbaïdjan de tirs dans leur direction. J'imagine qu'avec en plus la guerre entre la Russie et l'Ukraine, de nouveaux affrontements ne seraient pas sans conséquences. Oui, ça pourrait mener à une grande déstabilisation du Caucase. On peut aussi imaginer une internationalisation du conflit avec l'Iran qui est un soutien de l'Arménie dont j'ai parlé tout à l'heure, même si honnêtement l'Iran et Israël sont occupés sur d'autres fronts au Moyen-Orient. Mais il y a aussi la question de que ferait la Turquie, qui est un soutien historique de l'Azerbaïdjan et un très grand ennemi de l'Arménie.
Et enfin, il y a la question de la Russie. Elle qui était censée être la puissance médiatrice entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, elle a complètement abandonné l'Arménie en septembre 2023, ce qui pousse Erevan à trouver d'autres soutiens en Occident et particulièrement en France. Le risque d'un nouveau conflit aux portes de l'Europe, on va donc surveiller avec toi la situation. Merci Emma. À bientôt. Emma Collet, journaliste au service Monde de l'Express. Pour tout comprendre à l'actualité dans le Caucase, ces articles sont à lire sur l'express.fr. Une très bonne raison, chers auditeurs, de vous abonner pour 1 € le premier mois. Et si nos podcasts vous plaisent, vous pouvez nous le dire en laissant des étoiles et des commentaires sur les plateformes d'écoute, par exemple Spotify, Apple Podcast ou Podcast Addict, ou alors vous pouvez nous écrire par mail à laloupe@l'express.fr. Cet épisode a été réalisé par Jules Cros. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.